Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accompagner ce matin d'Hippotron-Miné, comme disent les Belges. L'agora n'est pas faite pour qu'on puisse parler à Claire. Est-ce que ça marche le micro? Un peu? Un petit peu? Nous? Oui? A cappella. Oh, non, ça va être encore plus puissant avec un micro. Et un écho. Vous vous entendez pas? C'est marrant, moi je m'entends en écho. Ah ouais, non, mais ça va. Alors, bougez pas. On va faire comme dans les théâtres grecs. Merci beaucoup d'être là ce matin, d'Hippotron-Miné, comme disent nos amis belges, pour participer à cette seconde matinée de cette belle réflexion si l'entreprise avait des solutions. Avec ce matin 2 séquences. La première qui va se dérouler jusqu'à 10h30 avec nous, qui sera consacrée à ces innovations qui peuvent tout changer. Ensuite, on fait une pause de 30 minutes pour apprécier le café, le network et la qualité des gens qui sont à côté de vous. Et ensuite, on reprend. Alors là, c'est fort. Et ensuite, on reprend. Donc, on se voit jusqu'à 10h30 ensemble. On fait une pause, on se régale de vos acolytes qui sont certainement fantastiques, ils ont plein de choses à vous dire à côté de vous. On revient à 11h jusqu'à 12h30 avec Anne-Sophie Novelle, cette fois-ci, qui a ce beau sujet de parler de partage, de la co-révolution, de cette émergence qu'on voit affleurer de partout et qu'on questionnera en seconde partie de matinée. Puis, puisque c'est l'ICDD qui a eu cette idée-là, c'est Antoine Héron, son président, qui en fera la synthèse conclusive à la fin de cette belle matinée. Alors je pense que Jacques m'a demandé d'animer cette matinée parce qu'à l'Institut des Futurs Souhaitables que j'ai l'honneur de diriger, nous sommes une guilde de réinventeurs de monde. Donc nous sommes des passeurs-connecteurs entre des gens qui sont déjà en train d'explorer peut-être une partie de la réalité de demain et surtout qui ont cette modestie et cette gentillesse de revenir à quai et de nous partager un petit peu une partie de leurs découvertes et de ce qu'ils ont trouvé dans ces terrains incognita que représente le futur. Et on a comme artisanat de voyager dans le futur. Alors, c'est un voyage immobile pour ceux qui voudraient partir en exil. Mais par contre, on y développe une attitude. Et cette attitude, c'est de chiner les signaux faibles avant qu'ils se qualifient. Ces signaux faibles, c'est des faits porteurs d'avenir. C'est des choses petites ici maintenant qui, si jamais se qualifiaient, pouvaient peut-être changer une partie de la face de la problématique, voire même causer certaines ruptures. Et comme nous sommes dans un monde de transition, un monde de métamorphose, on est dans cet entre-deux, entre un monde ancien qui montre partout les signes de son obsolescence et un monde d'après qui est émergent mais qui peine à trouver sa cohérence, il est pas mal de chiner de l'émergence un peu de partout. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler ce matin, à travers l'innovation, qui est un mot chapeau. Dans la vraie innovation, c'est celle qui nous passe d'un monde à un autre. Moi, j'en suis convaincu. Et cette matinée, on va la passer avec des gens très différents qui, chacun à leur niveau, sont acteurs de la métamorphose. On va commencer avec Françoise Hélène Jourda, qui est architecte, puis on ira avec Christelle Chabrodier dans la mobilité, qui entre autres qualités, Christelle, je vous en compterai quelques-unes, elle travaille à la Poste, mais elle a fait plein de choses avant, donc ce n'est pas la moindre de ses qualités. Nous irons avec Stéphanie Goujon, justement, elle est directrice de l'Agence du don en nature, avec Joël Tranchon, qui est le directeur développement durable du groupe SEB, et Christian, qui lui est la greffe, donc, entre eux, qui vient de SEB et qui est bénévole maintenant à l'Agence du don en nature. Ce moment, cette matinée, 3 temps. Le premier sur la ville et les territoires, le deuxième sur l'hybridation entre l'entreprise et l'association, et le troisième temps avec vous. Et j'aimerais qu'on profite de ce moment, puisqu'on est entre nous, même pas peur, d'aller un peu plus loin justement que la réalité de ce qu'on voit pour imaginer ce qu'on pourrait souhaiter. Et donc j'aimerais entretenir un dialogue avec vous pour voir un petit peu ce que vous aimeriez voir un peu plus rapidement ici et maintenant pour aller dans le monde d'après. Commencer sur la métamorphose par une architecte, par cette trame, celle qui construit les socles d'une société future, si c'est bien réussi, dans ce beau lieu qui respire justement son époque. Que vous sentez dans votre métier sur la métamorphose? Est-ce que la mutation, c'est au quotidien? Est-ce que la mutation, c'est maintenant? Ou est-ce que la mutation, c'est à venir? La mutation, elle devrait avoir lieu déjà depuis hier ou avant-hier, de mon point de vue.
Quand on connaît l'impact du bâtiment sur les émissions de gaz à effet de serre, il est extrêmement urgent de réagir au plus vite. Alors moi personnellement, je construis des bâtiments qui sont des bâtiments qui essayent d'être pilotes ou manifestes en termes de développement durable. Ça veut dire des bâtiments qui consomment extrêmement peu d'énergie. Donc je construis par exemple en ce moment des bâtiments à Savigny-le-Temple qui sont Passive House. C'est un label allemand qui signifie que les logements vont consommer moins de 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage, donc très très peu pour le chauffage. Il y a un seul radiateur dans tout le logement, un radiateur de secours. Et puis, en dehors de ce problème d'énergie, de consommation d'énergie, je construis des bâtiments à énergie positive. Donc, j'en ai construit déjà 3. Un en Allemagne, il y a maintenant 19 ans. Et puis 2 en France, il y a 3 ans, un bâtiment de bureau. Et là, je vais livrer la Halle Pajol, qui est le premier bâtiment à énergie positive en centre-ville de Paris. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne m'intéresse pas seulement au sujet d'énergie, mais au sujet d'énergie grise aussi, ou de bilan carbone de l'opération. C'est-à-dire qu'un bâtiment à énergie positive, s'il est construit en béton, en métal, en aluminium, etc., ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que ça aura réclamé tellement d'énergie pour le construire que les économies d'énergie qu'on fera pour le chauffer, l'éclairer ou le ventiler seront ridicules par rapport à l'énergie mise en œuvre pour le construire. Donc je construis autrement, et je construis en particulier en bois et avec d'autres matériaux renouvelables. La Halle Pajol est en bois, elle fait 4 niveaux dans Paris 18e. Je construis des logements sur 4 niveaux, tout en bois. Voilà. J'essaye de minimiser l'impact des bâtiments sur la consommation énergétique globale de l'activité du bâtiment, c'est-à-dire pas seulement sur leur consommation, mais sur leur existence eux-mêmes. Et puis, je voudrais parler simplement d'un rêve que j'ai. D'un rêve qui, je dis souvent, je rêve de construire biodégradable. Voilà. Alors, biodégradable, ça ne veut pas dire que ça va se biodégrader. On est bien d'accord. Parce qu'un bâtiment qui se dégrade tout seul, ce serait grave. Mais ça veut dire que si on le laisse, qu'on a décidé que ce bâtiment doit mourir parce qu'il est urgent de construire autre chose à sa place, eh bien on va récupérer tous les matériaux qu'on va réutiliser, qu'on va recycler ou qu'on va laisser se dégrader naturellement. Voilà. Je crois qu'il faut arrêter de construire, de laisser ses traces pour les siècles à venir, que ça c'est une erreur considérable. C'est vraiment un changement de mentalité, il faut se mettre la tête à l'envers pour construire autrement, et je pense qu'on va y arriver assez vite. Voilà, c'est un petit peu l'idée sur laquelle je travaille depuis plus de 30 ans maintenant, et que j'arrive à mettre en œuvre aujourd'hui, y compris sur des bâtiments publics ou de gros bâtiments de bureaux que je construis dans la région ou à l'étranger, en Allemagne, en Grèce, dans différents pays. Je crois qu'il est urgent de transformer notre manière de construire et de vivre dans les bâtiments. Il faut vraiment arrêter d'avoir cette idée qu'un bâtiment doit uniquement peu consommer d'énergie, voire en produire un peu, donc étant par exemple dans le bâtiment à énergie positive, ce n'est plus suffisant. Il faut absolument que ces bâtiments aient requis peu d'énergie pour être construits. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que ces bâtiments, dès le départ, intègrent leur recyclabilité. Il faut que tout ce qu'on fait soit aujourd'hui, on va dire, destructible, sans aucun dégât pour la planète à sa fin de vie. Il faut penser la fin de vie des bâtiments comme on pense à notre fin de vie à nous. Voilà, je crois que c'est important de penser à ça quand on est. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je me permets de casser le beau protocole que j'avais mis en place, parce que l'idée de la biodégradabilité, moi j'adore. Mais alors, la propriété, est-ce qu'elle est aussi biodégradable? Et comment je transmets à mon fils, à ma fille, à qui je veux, à mon conjoint, peu importe, les morceaux éparses, justement, de l'héritage? Non, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est de dire, il y a des bâtiments qui existent. Si on les entretient, ils peuvent durer plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, pourquoi pas. Mais si on n'en a plus besoin, ou si on veut les transformer complètement, eh bien,
on les laisse retourner à mère nature. Voilà, c'est ça l'idée. C'est exactement... Vous prenez un bâtiment en bois, il y a des bâtiments et des charpentes qui existent depuis plus de 1000 ans aujourd'hui dans le monde. Ces bâtiments sont conservés, sont patrimonialisés. Ils restent en place et on les conserve. Simplement, si on doit les démolir pour une raison ou pour une autre, eh bien ces charpentes sont supprimées, sont recyclées. La terre et la paille qui constituent leurs parois retournent à la nature de la même façon. C'est le choix. C'est ne pas laisser de traces indestructibles qui font qu'aujourd'hui on est envahi dans notre monde de bâtiments des années 50, 60, 70 et même antérieurs, qui coûtent très cher à la démolition, qui coûtent très cher en déchets, qui sont mis en déchetterie ou qui sont cassés en petits bouts pour être mis sous les routes. Aujourd'hui, les taxes ne sont pas très chères pour les déchets, mais elles vont devenir de plus en plus chères, comme c'est le cas en Allemagne ou en Autriche, par exemple. C'est ne pas laisser ces résidus à nos futures générations dont ils ne sauront pas quoi faire, qui vont leur coûter très cher et surtout qui ont consommé beaucoup d'énergie pour être construites. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là? Voilà. Merci beaucoup. Même si la recyclabilité de l'idée du bâtiment est quand même quelque chose qui m'intéresse, parce que justement ça a l'esprit de son temps. Et on en hérite, et peut-être qu'on est plus confort justement avec cette agora grecque qui magnifie l'homme qui est derrière moi, enfin qui doit être derrière moi au-dessus peut-être. Peut-être que si on avait à le construire aujourd'hui, on préférait quelque chose d'holomidal, d'organique, avec des liens qui ne parlent pas avec des papiers, mais qui parlent avec peut-être de la couleur. Donc comment on pourrait faire justement pour atténuer l'héritage structurel que portent les bâtiments que nos aïeux ont pensé? Et je trouvais que la biodégradabilité, comme si à la fin de sa vie, eh bien, on redonne finalement la capacité non seulement de choisir, mais en plus de construire. Moi, je trouvais ça quelque chose d'assez intéressant pour éviter de peut-être subir et de choisir sa vie. Christelle. Alors, Christelle, entre autres qualités, travaille à la Poste, mais ce n'est pas tout. C'est une femme solaire, au rayonnement multiple, qui a fait sa carrière dans l'innovation en France et au Japon, dans le privé, le public, autant que dans les ministères. Elle a concocté des G8 et des G20 de première qualité. Christelle se définit comme une chrysalide qui incarne dans sa vie et ses messages les mutations qu'elle vit et qu'elle initie. Elle travaille, je vous l'ai dit, à la RSE du groupe La Poste. Groupe La Poste qui, finalement, elle va certainement nous en parler, ça fait quand même 500 ans qu'il est là, donc avec l'Église, vous êtes quand même les deux structures qui résistent le mieux. Et vous êtes passé des relais chevaux au télégraphe, à l'Internet et peut-être à demain. Comment vous le vivez, la mutation? Bonjour à tous et à toutes. Mais je suis venue en fait avec une chrysalide. Parce que la chrysalide, ça existe. C'est vrai. Et je pense qu'on est dans une phase justement de mutation où on change de peau, on change d'être tout en étant soi-même. Et pour être quand même dans la réponse au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est la notion de ville et territoire, je pense qu'en effet, et c'est ce que disait aussi Françoise-Hélène Jourda avec sa perception assez innovante de l'architecture et de la conception de l'immobilier et de sa vie. Et je pense que mon expérience justement au Japon vient corroborer ce point de vue, c'est-à-dire que dans la pensée asiatique, un bâtiment, il est là pour l'usage et cette notion d'usage est très importante dans la vision que l'on a de la mobilité. Juste pour finir et pour enchaîner sur ce que disait Françoise Hélène, au Japon, par exemple, une maison a une durée de vie de 20 ans. Au bout de 20 ans, on rase et on reconstruit autre chose en fonction du besoin, des usages, etc. Et je pense que cette plasticité d'esprit pour comprendre de quoi avons-nous besoin et vers quoi allons-nous, c'est un petit peu ce qui devrait nous inspirer. Pour ce qui concerne la Poste, en effet, comme le disait Mathieu, la Poste a la particularité d'être une institution, une administration, une entreprise aujourd'hui multiséculaire qui est passée de la poste à cheval à l'Internet aujourd'hui, au numérique, en passant par le télégraphe, le téléphone, etc. Et toutes l'innovation aussi autour de l'automobile, autour du transport, toutes ces innovations sont des innovations qu'il a fallu voir, prévoir, anticiper et accompagner.
Et aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup d'intérêt et de conviction d'une évolution importante en matière de mobilité de ville et de territoire. C'est l'évolution vers des solutions alternatives, notamment, je vous dirai un petit mot de l'implication de la Poste vers la solution qui est une des solutions parmi tant d'autres, la solution du véhicule électrique. La mobilité de demain, la mobilité repensée, la mobilité alternative par rapport aux solutions existantes. Et pour ce qui concerne donc cette évolution vers cette solution alternative, la Poste, historiquement, dès 1904, au moment où l'automobile arrivait dans notre civilisation, déjà à cette époque, la Poste avait l'intégralité de sa flotte en véhicules électriques. C'était certes que 12 véhicules, mais quand même, c'était un choix à l'époque. Ensuite, on est toujours baigné dans l'histoire, baigné dans les évolutions technologiques et historiques qui font qu'il y a des choix de solutions qui émergent. Aujourd'hui, avec le Grenelle de l'environnement, il y a quelques années, et dans la continuité avec la transition écologique et énergétique, on se rend compte qu'il y a des solutions à explorer et qu'on est en fait tous concernés par ces solutions à co-construire et à co-inventer. Et la Poste a été, à son initiative, et avec une grande vision des possibilités, a été missionnée pour justement voir comment faire bouger les lignes, voir comment mettre autour de la table, dans un esprit collaboratif, d'autres grandes entreprises qui, elles aussi, ont des flottes de véhicules, voir comment on pourrait éventuellement passer à une solution alternative qui peut être le véhicule électrique. Et c'est ainsi que la Poste, aujourd'hui, s'est engagée à l'acquisition de 10 000 véhicules électriques. Elle en a aujourd'hui 4 000 qui tournent dans les rues de France, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, mais plutôt en périurbain également. Et donc c'est cette évolution vers repenser les usages. Quels sont nos besoins? Qu'est-ce qui correspond à notre activité et comment on y répond au mieux? Et on se rend compte, en fait, l'évolution aujourd'hui de la société fait que les citoyens consommateurs ont une perception des choses beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente. Ils ont une forme de pouvoir qui est nouveau et qu'il est utile d'exercer. Et dans cette perspective-là, on a vraiment réfléchi collectivement, on s'est engagé collectivement en faisant des achats, donc c'est du concret, et on a réfléchi aussi à la notion d'écosystème, parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'un aspect, là on parle des villes et territoires, de mobilité, de véhicules électriques, on part d'un point de vue technologique. Quand on a parlé véhicules électriques au début, quand on était tous autour de la table, très vite on est rentré dans les questions d'autonomie, de batterie, de questions très techniques, ce qui est tout à fait normal. Mais ensuite, très vite, il faut avoir la vision d'ensemble et la vision écosystémique, voir l'impact en termes d'infrastructure, en termes d'usage. Et toute cette dimension demande une réflexion que la Poste est en capacité de mener collectivement avec d'autres acteurs. Et c'est ainsi qu'on a créé, par exemple, une filiale, la filiale Greenovia, en conseil en mobilité durable, parce que justement, on se rend compte qu'il y a un savoir-faire postal quand on analyse et quand on organise nos tournées, quand on travaille justement sur les solutions innovantes, on développe des savoir-faire autour des usages. Et on se rend compte que aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, cette dimension usage et cette dimension collaborative et de concertation pour trouver des solutions ensemble est très, très importante. Je m'arrête peut-être là parce que je pourrais continuer assez longtemps, Mathieu. Donc Là aussi, je vais casser le protocole. Le facteur en 2040, il apporte quoi aux gens? En fait, le facteur en 2040, c'est un homme du territoire. C'est pour ça que la notion de ville et territoire, c'est très important. Et le facteur n'est pas forcément... on est dans l'idée aujourd'hui, le facteur, c'est celui qui a des lettres dans sa sacoche. Le facteur, c'est un homme de lien. On est dans l'échange. Et cet échange, ça peut être aussi bien aujourd'hui, avec le e-commerce, justement la sacoche du facteur est de plus en plus gonflée de paquets plutôt que de lettres. Mais on est justement dans tout un travail de réflexion stratégique. Et je pense que ce qui nous anime aujourd'hui et ce qui nous fait réfléchir ensemble, c'est cette notion d'entrepreneur d'avenir. Ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'au sein de la Poste, chaque postier est inventeur de cet avenir.
Et on est en train justement de réfléchir, on est en pleine réflexion de politique stratégique, de quel est notre avenir, quelles sont les solutions à inventer ensemble. Et je pense que de nombreux secteurs d'activité aujourd'hui sont dans ce questionnement. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de dire oui, on est en recherche ensemble et on a besoin les uns des autres pour co-organiser, co-élaborer, co-construire un futur. Et je pense que la force justement de la Poste, c'est cette présence territoriale, c'est ces 17 000 points de contact, c'est cette rencontre quotidienne avec les Français. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important à faire perdurer. Et on fait régulièrement des sondages, des baromètres pour voir un petit peu comment on est perçu, notamment sur les questions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et on se rend compte que cette notion de lien, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Donc, il est important de garder cette dimension-là de lien et de présence. Merci. Françoise, Hélène et Christelle, on voit que la dynamique, elle commence à être en place, à vous entendre. On commence à la sentir à travers vos propos, voire à travers vos structures. Qu'est-ce qui change vraiment? Il y a 15 ans, on en avait déjà des véhicules électriques. EDF aussi avait déjà la même envie de le faire. Qu'est-ce qui, pour vous, est vraiment un signe que quelque chose est en train de basculer? Si je réponds par rapport à ton allusion au fait qu'il y a 15 ans, en effet, on a eu déjà des expérimentations, je pense qu'on est dans une situation où on sait qu'il faut changer. Avant, on était dans une dimension plus de recherche et développement, d'innovation en laboratoire. On savait qu'il y avait une perspective qui nous demandait d'évoluer et que c'était intéressant d'être dans l'innovation. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas le choix. Il faut faire et il faut passer à une dimension industrielle du changement. Qui c'est qui vous a convaincu? Ta question est excellente. Excellente, parce que à un moment, on ne doit pas toujours chercher qui a raison et qui va trouver la solution. Et c'est quelque chose qui se co-construit. Et quand je dis cette co-construction, c'est qu'en fait, c'est des énergies qui s'agrègent et qui, à un moment, créent quelque chose. Et on ne peut pas dire, ah ben tiens, c'est un tel qui a eu la géniale idée de, etc. Et c'est une question aussi de courage. Et le courage, on l'a aussi ensemble. Et quand on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dit que finalement, tu y vas, ouais, et toi, bon, allez, on y va ensemble. Voilà. Et le on y va ensemble, droit dans les yeux, c'est quelque chose. Et je pense que, voilà, je m'avance peut-être, mais je pense qu'à attendre tous de voir qui va se détacher et qui va y aller pour le suivre, je pense qu'on perd beaucoup de temps. Et à un moment, il faut peut-être se mettre, plutôt que de s'aligner, se mettre en cercle, se regarder, s'observer et se dire, allez, on y va ensemble et on se serre les coudes. Alors, Françoise Hélène, c'est le Kairos, donc c'est le moment. Qu'est-ce qui change vraiment dans votre métier? On pense la ville différemment actuellement? Ce qui change pour les architectes, on va dire pour les autres, parce que pour moi ça fait longtemps que c'est installé, c'est vraiment cette réflexion sur l'énergie et sur les matériaux dans le bâtiment. Et aujourd'hui, je vois par exemple énormément de bâtiments qui sont construits en bois, qui sont construits avec des matériaux renouvelables en termes d'isolants, qui sont extrêmement bien isolés, et ça, c'est vraiment en train de basculer. Il reste le dernier bastion. Et le dernier bastion, ce sont les gros investisseurs, les grands entrepreneurs, les très gros maîtres d'ouvrage, ceux qui avaient la puissance et pour qui il va falloir abandonner toute cette puissance, abandonner tout ce pouvoir-là, toutes ces habitudes-là, pour revenir à des choses bien plus saines et plus humaines. Mais les petits entrepreneurs, les petits investisseurs, etc., ils sont là et ils sont en train véritablement de transformer la manière de construire. Donc, mais il y a de tels lobbies en France. Il y a le lobby du béton, il y a le lobby d'EDF, il y a le lobby d'ArcelorMittal, il y a tout ça qui bloque et qui nous raconte des salades par rapport au bâtiment et par rapport à l'énergie. Il faut petit à petit les grignoter et qu'ils disparaissent. Voilà. Et le tipping point de ces petits qui ont compris et qui sont des acteurs de la métamorphose, c'était à la faveur de quoi? Bon, c'est à la faveur vraiment d'un partage d'informations qui existe en Europe depuis très longtemps. Quand on voit Monsieur Trucmuche qui construit sa maison en paille et en bois, il est en connexion avec le porteur d'une agriculture bio aussi dans le cercle, avec le producteur de paille, avec...
ce sont toutes ces petites gens qui ont décidé de transformer leur mode de vie, mais de manière globale. Leur habitat est essentiel là-dedans, bien évidemment, mais aussi la manière dont ils se nourrissent, la manière dont ils font du tourisme. Tout ça, ce sont des petites choses qui sont pour l'instant en petits paquets. Et moi, je crois que tout ça, ça va s'agréger pour constituer une force qui va vraiment pousser le bâtiment, mais pas seulement le bâtiment, mais les gens dans un autre mode de vie. Et ça ne viendra pas d'en haut. Ce qui est venu d'en haut, c'est le Grenelle de l'environnement. C'était formidable. Ça nous a vraiment boosté, en tout cas d'un point de vue énergétique. Moi, j'avais rédigé un rapport pour Jean-Louis Borloo préalable au Grenelle de l'environnement. Je suis ravie du travail que j'ai fait. Tout ça, ça marche bien. Ça vient d'en haut. Ce qu'il faut, c'est prendre en compte les forces qui viennent d'en bas. Et ces forces-là, elles sont nombreuses, même si elles sont éparpillées, et dès qu'elles seront agrégées, c'est le monde qui va changer. Donc on est proche de rendre obsolète la fable des 3 petits cochons, finalement. Ah oui, totalement. Oui. On raconte à nos enfants quand même que la maison de paille, c'est moyen, la maison de bois, c'est moyen, la maison de briques, c'est vachement bien, que le gros méchant, c'est le loup, alors qu'on le réintègre dans le parc du Mercantour, et que les gentils, c'est les cochons, alors qu'eux, avec leur lisier, ils polluent les nappes phréatiques. Donc ça va vraiment changer pas mal de choses d'ici peu. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette première phase. La deuxième va être plutôt consacrée donc à l'entreprise, qui n'est pas la moindre des questions, parce que si elle est au cœur de tous les problèmes, peut-être a-t-elle aussi des solutions. Et voilà un exemple d'hybridation réussie entre de l'entrepreneuriat social et solidaire et une entreprise, entre l'agence du don en nature et le groupe SEB. Stéphanie, toi, tu es passée aussi d'HEC à la publicité. Oui. Un petit peu repenti. Non, pas tant que ça. Tu utilises encore ? Oui, c'est un métier qui me sert toujours. Et tu t'es mis dans cette aventure folle, qui est l'Agence du don en nature. Oui, tout à fait. Alors, je vais expliquer très brièvement ce que fait l'Agence du don en nature, parce qu'on a un nom un petit peu sibyllin. Donc, on est une association reconnue d'intérêt général qui est partie d'un double constat assez aberrant. Et je pense que je vais apprendre quelque chose à la salle. D'une part, il y a en France 8,7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui sont privées de biens d'usage courant. Ça, je pense que la plupart d'entre vous le saviez. Mais dans le même temps, les entreprises en France sont contraintes de détruire au moins 400 millions d'euros de produits neufs chaque année qui sont des excédents de stock et qui sont sortis des circuits commerciaux. Donc par rapport à ce double constat, nous ce qu'on a fait, c'est la première innovation, c'est que grâce à des entreprises comme SEB et à des associations, nous avons créé une passerelle, une plateforme entre les entreprises d'une part et les associations qui luttent contre l'exclusion en France d'autre part. Et dans ce cadre, on collecte ces excédents de stock et on en fait bénéficier les plus démunis. Donc très concrètement, ADN permet à des personnes défavorisées d'avoir des gels douche, des lessives, des casseroles, des poêles, des fournitures scolaires, que des produits neufs, ce qui est très important dans notre modèle et ce qui donne un vrai gain de fierté à ces gens qui ont souvent perdu beaucoup de choses. Donc première innovation, on a structuré et on a sécurisé cette chaîne du don, cette filière, ce qui génère accessoirement ou pas des emplois d'ailleurs. Et la deuxième innovation dont on doit parler aujourd'hui sur l'hybridation d'efforts, c'est donc ça va mieux quand je parle comme ça. C'est le partenariat ADN et SEB. Et moi, je le trouve innovant en fait à deux égards. Premièrement, au niveau du contenu. Donc SEB, pour l'Agence du don nature, fait 3 choses. Du mécénat financier. Il nous donne des sous parce qu'il faut bien préfinancer notre stock, payer la plateforme logistique, etc. Du mécénat produit, vous l'avez compris, c'est le cœur de notre action. Donc on a eu, grâce à eux, plus de 160 000 articles, des casseroles, des poêles, des aspirateurs, des bouilloires, enfin tout un tas de produits qui sont tout à fait nécessaires pour vivre dignement. Et puis, troisième type de mécénat, c'est le mécénat de compétences. Et c'est l'implication des collaborateurs et l'engagement humain.
Et ça, c'est vachement important parce que je pense que c'est ce qui fait aussi la pérennité du partenariat et c'est là le cœur de l'hybridation de l'effort aussi. Donc, un exemple concret, on a un directeur supply chain de SEB qui nous suit depuis le début, qui nous donne des conseils et qui a pu former une de mes collaboratrices en l'emmenant sur le terrain au niveau logistique pour lui montrer les problématiques entrepôt. Le deuxième exemple, et il expliquera ça beaucoup mieux que moi, c'est Christian Ringuet, qui nous a rejoints. Donc, tout à l'heure, il expliquera ce qu'il fait pour nous. Et donc, pour moi, c'est ça ce qui fait le cœur de l'innovation. Donc, il y a un contenu qui est très riche avec 3 mécénats, mais il y a aussi dans la relation liée à cette implication des collaborateurs, liée à cet engagement humain, il y a le fait que moi, qui leur demande tellement de trucs, des sous, des produits, des hommes, je ne me suis jamais sentie en état d'infériorité ou uniquement structure récipiendaire. Peut-être que c'est avec beaucoup de fraîcheur que je veux dire ça, mais je me sens à parité vis-à-vis de ces mécènes, où j'ai l'impression que c'est pas il y a un problème, je vais le résoudre pour vous, les gens de SEB et les autres entreprises partenaires. C'est non. On a un enjeu commun, la lutte contre l'exclusion, et on y va ensemble. Voilà, j'ai été très bavarde, non? C'est bon? C'est parfait. Surtout que tu as une transition toute trouvée. Alors, vous, le groupe SEB, on vient vous voir, on vous demande des hommes, des sous, des marchandises, et ça marche. Oui, effectivement. Je rajouterais juste, pour compléter ce que dit Stéphanie, une autre hybridation, mais elle est plus récente, celle-là. C'est que ça fait quand même quelques années qu'on tisse une relation hybridée avec l'Agence du don nature. Et en fait, on vient aussi de faire des mariages, ou en tout cas des coopérations entre nos partenaires. Et ça, on vient de lancer une opération avec l'ANDES, qui est l'Agence nationale des épiceries solidaires, l'ADN et le groupe SEB sur une opération autour du goût et autour des ateliers cuisine pour les personnes les plus démunies. Et je trouve qu'à ce niveau de partenariat, ce qui est aussi innovant, c'est de pouvoir aussi se faire se rencontrer et monter des projets avec les acteurs de la lutte contre l'exclusion qui ne se rencontraient pas il y a encore quelques années. Donc le rôle aussi de l'entreprise, puisqu'on parle d'innovation, c'est aussi de monter des projets avec tous les acteurs de l'écosystème. Et ça, c'est une innovation qu'on a fait avec l'ADN il n'y a pas très longtemps. Donc, alors, Seb là-dedans, pourquoi on fait ça et pourquoi on s'y retrouve? Parce qu'on s'y retrouve évidemment. On va parler un peu d'économie quand même, parce que le mot d'ordre de l'ADN, c'est moins de gaspillage, plus de partage. Celui-là, il parle aux entreprises, parce que ces stocks de produits obsolètes qu'on avait parce qu'on produit un peu trop de tels produits et qu'on n'en vend peut-être pas assez, ou que les commandes ne sont pas forcément identiques à ce qu'on vend. Bon, ces produits-là, les gaspiller, les jeter, c'était comme une aberration économique. Et en plus, ça a un coût. Le stock, en économie, ça a un coût. Donc, j'allais dire, il y a un sens économique à créer une chaîne du don, avec un bémol quand même, et c'est tout l'apport de l'Agence du don nature, c'est que pour une entreprise comme nous, il faut que le don soit sécurisé. C'est-à-dire qu'il faut que les produits, on puisse assurer une traçabilité. Il ne faut pas qu'on les retrouve, je ne sais où, vendus sous le marché noir, etc. Donc l'ADN nous apporte aussi de cette sécurité juridique. Donc c'est un projet économique, juridique aussi. Le bénéfice qu'on y retrouve, et tu en as parlé Stéphanie, c'est la mobilisation interne. Et donc là, on a un bénéfice ressources humaines évident d'un projet comme celui-là, puisqu'on a beaucoup de collaborateurs qui sont mobilisés autour de ce projet-là, soit parce qu'ils préparent les produits, soit parce qu'ils donnent au niveau commercial des produits, ils identifient des stocks morts, ce qu'on appelle, soit des collaborateurs qui donnent du temps et des compétences, Stéphanie l'a rappelé, et ça peut être des collaborateurs de l'interne, mais ça peut être aussi des collaborateurs de l'externe. Et quand je dis l'externe, c'est que Christian va en parler. Christian, je l'ai attrapé il y a 2 ans, c'était mon ancien patron, et je lui ai dit, Christian, vous avez plein de compétences, plein de réseaux, plein de temps, puisque vous êtes un jeune retraité, ça vous dirait pas d'aller, il racontera la suite. Donc voilà, donc la mobilisation interne, et puis quand même le bénéfice sociétal, il ne faut pas se leurrer. Ce projet-là, il vient alimenter notre politique RSE, développement durable, de manière assez évidente, puisque à travers l'Agence du don nature, on touche plus de, alors c'est peut-être 200 maintenant, 430 associations, 500 000 personnes. Imaginez comment on pourrait faire si ces associations-là nous demandaient, nous, groupe SEB, est-ce que vous pourriez m'envoyer 3 bouilloires, 2 aspirateurs, 4 poêles? Impossible, économiquement complètement délirant, et en plus logistiquement impossible. Donc l'ADN rend possible aussi le fait que SEB touche beaucoup de bénéficiaires
avec une plateforme sécurisée. Donc il y a un vrai bénéfice sociétal et on est passé vraiment à quelque chose d'industriel. Il y a une économie d'échelle spectaculaire qui rend le don efficace. Et je crois que c'est ça aussi ce que nous apporte l'Agence du don en nature et ce partenariat un peu hybridé et un peu nouveau. Merci. Christian, alors vous êtes la greffe. Alors non seulement on vient chez vous, on demande des sous, des hommes, des marchandises, mais en plus on vous exfiltre vos patrons. C'est quand même... Voilà, l'hybride c'est moi. Donc moi en fait, pour juste raconter rapidement mon histoire, donc j'étais un des dirigeants du groupe et j'avais effectivement, il y a encore un an, et j'avais partagé donc avec Joël, qui était mon ex-DRH, l'idée qu'effectivement je me voyais mal passer de la suractivité de mon job à l'inactivité totale. Et je cherchais effectivement à faire quelque chose qui ait du sens. Donc c'est autour de cela, il m'a fait rencontrer Stéphanie, donc vous imaginez que j'ai été séduit tout de suite. Donc en fait, mon job aujourd'hui, j'ai le titre d'ambassadeur, mais vous n'êtes pas obligé de m'appeler Excellence. Donc j'étais ambassadeur Rhône-Alpes au tout début, et maintenant je travaille sur l'ensemble du territoire. Et mon rôle en fait est de faire profiter... Et c'est ça l'hybridation, de faire profiter l'Agence du don en nature de mon réseau professionnel, que ce soit les entreprises, que ce soit les syndicats professionnels, les associations professionnelles, pour convaincre effectivement donc, les entreprises, c'est celles que je vais voir, comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, de ne plus jeter leurs produits, mais de les donner donc de manière sécurisée. Ça c'est extrêmement important pour les industriels, pour en faire bénéficier effectivement les plus démunis. Donc c'est ça mon rôle. Et je dirais que le sens de mon engagement, je dirais qu'il était triple. Le premier, c'était effectivement de rejoindre une cause qui m'a paru juste, responsable et pleine de sens. Enfin, ce qu'a expliqué Stéphanie très bien, le côté passerelle. D'un côté des boîtes, et j'en étais un des acteurs, hein, qui jettent des produits, 400 millions d'euros par an. Et de l'autre côté, effectivement, de plus en plus de gens effectivement, qui sont démunis et qui ont besoin de ces produits. Donc, rejoindre effectivement une cause qui a du sens, rejoindre une équipe aussi extrêmement, vous avez compris quand vous avez entendu Stéphanie, extrêmement dynamique, professionnelle aussi. Je pense que c'est très, très important dans mon engagement, et notamment on a insisté beaucoup sur la sécurisation du don. C'est vrai qu'on a plein de belles marques qui travaillent avec nous, CBT un membre fondateur, L'Oréal aussi. Vous imaginez qu'on n'a pas, les industriels veulent être assurés que les produits vont bien aux plus démunis et ne vont pas sur les marchés parallèles. Et puis un troisième peut-être sens de mon engagement plus personnel, qui était effectivement l'idée de prolonger le lien avec mon entreprise précédente, dans laquelle j'ai passé 10 années, et avec laquelle je partage toutes les valeurs. Merci beaucoup. Son Excellence du don en nature, moi je veux bien la carte de visite, parce que je trouve que ça en jette pas mal. Moi j'aimerais comprendre comment, parce que vous dites que c'est une cause qui a du sens, c'est même plus que ça, c'est une cause qui a du bon sens. On peut imaginer que toute industrie peut avoir cette réflexion, plutôt que de jeter, il faudrait donner. Donc comment en interne, vous avez quand même initié la démarche? C'est juste une personne rayonnante qui vient vous frapper à une porte au bon moment, c'est encore une fois le Kairos dont on parlait, ou il y a quelque chose de plus structurel et stratégique pour l'entreprise? Alors oui, de toute façon, ça passe, ce genre de projet, pour l'étincelle de départ, ça passe quand même par des rencontres avec des bonhommes ou des dames, en tout cas des vrais gens qui se parlent et qui disent « Tiens, je suis en train de monter ça, est-ce que ça t'intéresserait ?» Donc en clair, c'est Jacques-Étienne de Tsarclès, le président d'ADN, et Thierry de la Tour d'Arthez, le président de CEP, qui se sont rencontrés, et Thierry a dit « Tiens, effectivement, oui, c'est une problématique. » Ça fait écho à ce que tu me dis, parce que c'est une problématique qu'on rencontre, et effectivement, mes équipes ne savent pas comment gérer ces stocks-là, et on est empêtré chaque année par les systèmes de dons, et on s'en sort plus avec le nombre de sollicitations multiples d'associations aux quatre coins de la France. Donc oui, ça part de là, une rencontre, et puis un besoin, parce que si ça marche aussi bien, ADN aujourd'hui, et que tout le monde dit mais l'idée est géniale, parce qu'elle est tellement simple, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, sauf qu'il fallait quand même le faire, c'est parce que ça répond à un besoin. Et des entreprises, et ça tire une épine du pied, et je crois qu'il y a beaucoup de projets d'innovation qui sont bêtement la réponse à un besoin que l'entreprise n'arrive pas à résoudre, et en l'occurrence c'est le cas. Et quand on peut en plus se résoudre un besoin et s'enlever une épine avec un bénéfice sociétal, environnemental et économique, alors là ça nous intéresse de plus en plus.
Oui, pour compléter en fait ce que dit Joël, moi je pense que ce qui convainc aussi les entreprises, donc il y a le professionnalisme, il y a le sérieux de l'approche, il y a le fait que ça réponde à un problème, mais il y a aussi la logique d'impact dont tu parlais tout à l'heure et l'efficacité que ça peut avoir, puisque finalement l'agence dans la nature c'est une partie de solution moderne, efficace à la lutte contre l'exclusion. Je vais donner 3 chiffres, parce qu'on dit souvent qu'on a un triple impact. On redonne chaque mois en équivalent valeur marchande 1,5 million d'euros de produits, donc neufs. Je vous ai cité hygiène, entretien, donc petit électroménager, etc. Donc c'est beaucoup. On a contribué donc à aider entre 500 et 600 000 personnes chaque année. Et mon troisième chiffre, c'est l'aspect plus environnemental. On estime que depuis notre lancement, on a contribué à éviter 4000 tonnes de déchets. Voilà, donc c'est aussi cette logique d'impact-là qui, je pense, permet de faire passerelle entre le monde lucratif, le monde de l'entreprise, et le tissu associatif, le secteur non lucratif. On peut faire rimer fraternité et efficacité. Voilà. Donc vous êtes des éléments d'une économie symbiotique, d'une économie circulaire, parce que vous avez un surplus, plus qu'un déchet, si j'ai bien compris. Vous le donnez, c'est restitué dans une société qui en a besoin. Comment on fait pour convaincre vos petits camarades des autres industries? Quel est justement l'argument qui fait mouche? Est-ce que c'est la facilité de leur solution qui répond aux besoins, ou est-ce que c'est autre chose? Bon, les arguments, il y en a 3, on les a un peu évoqués tout à l'heure. Il y a un argument économique, qui est, Joël l'a dit, qui est quand même garder des produits, les stocker, les détruire, ça coûte de l'argent. Il y a un petit argument fiscal aussi, puisque l'association est un reconnu d'intérêt général, donc les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt. Je dirais que cet argument économique, il est particulièrement sensible chez les PME, plus que dans les grands groupes. Mais celui-là, il compte. Il y a un deuxième argument qui est quand même la responsabilité environnementale. On a parlé des 4000 tonnes de déchets. Aujourd'hui, dans les grands groupes, tout le monde a conscience quand même que donner une seconde vie aux produits plutôt que de les balancer, ça a quand même effectivement du sens. Et le troisième argument pour convaincre les entreprises, c'est l'argument sociétal. Et je pense que la vraie force d'ADN, parce que moi j'avais effectivement cette problématique quand j'étais président de Tefal, c'est qu'en fait on donne les produits, on veut les donner, on est extrêmement sollicité par les associations autour, mais trouver une structure organisée avec une plateforme logistique qui vous sécurise le don de vos produits et qui touche avec un point de contact 420 associations en plus agréées parce qu'il y a un comité de sélection effectivement pour vérifier effectivement que ces associations sont sérieuses, ben ça c'est effectivement assez unique. Et puis dans l'aspect sociétal, il y a l'aspect effectivement qu'a évoqué Joël de la fierté d'appartenance. Les entreprises choisissent ou pas selon leur politique de communiquer sur leur action et ADN accompagne aussi les entreprises dans la communication, aussi bien en interne qu'en externe. Dans la symbiose, jusqu'où on peut aller? C'est quoi l'étape d'après entre ADN, SEB? Oui, je peux répondre. Joël, est-ce que tu peux me trouver d'autres Christian Ringuet, s'il te plaît? Oui, donc il y a ça, il y a effectivement ça. Les réseaux de bénévoles, on peut encore aller plus loin dans la mobilisation interne. Je pense qu'il y a aussi, on peut aller encore un peu plus loin aussi dans la professionnalisation des équipes. On a parlé de la logistique, tu as parlé de la logistique. Il y a peut-être d'autres champs de métiers sur lesquels, si vous grossissez, il y a peut-être aussi un accompagnement ressources humaines ou je ne sais quoi. Donc on peut aller plus loin dans l'accompagnement métier. Ça, c'est une possibilité. Et puis en plus, ça, en termes impact interne pour des entreprises comme les nôtres, ça intéresse beaucoup les gens et les gens trouvent le temps. C'est-à-dire que c'est pas une question de j'ai pas le temps, ça a du sens donc je le fais. Et peu importe comment je le fais et quand je le fais, mais je vais le faire parce que ça m'intéresse de passer une demi-journée à expliquer à quelqu'un d'ADN comment on peut s'améliorer dans son métier. Voilà. Et la piste de aussi faire travailler ensemble les partenaires, comme ce que tu disais avec Landes qu'on a fait à 3, je pense que ça aussi c'est très riche et c'est gage de pérennité. C'est que SEB a des partenaires associatifs ou des partenaires d'ailleurs institutionnels, parce que je ne crois pas qu'on en ait parlé tout à l'heure, mais ils nous ont aussi ouvert leur réseau auprès des syndicats, des arts de la table ou du camp électroménager. Donc tout ça, c'est cette porosité qu'il peut y avoir qui finalement crée de la valeur et au bénéfice de l'intérêt général. Alors dans cet écosystème-là de bonne volonté, ça a été au diapason tout de suite où il y a eu des limites qu'il a fallu franchir à la faveur d'un grand sourire ou d'un coup de porte?
Bon, c'était facile. Hein, moi, j'ai pas vu. Honnêtement, j'ai vu aucun frein culturel, parce que je pense que pour le coup, on a une culture entrepreneuriale en tant qu'association. On est peut-être assez atypique, mais donc ça, on était vraiment en phase avec, je crois, la culture du groupe CEP, qui est entrepreneurial aussi. Il y avait un enjeu de lutte contre l'exclusion, qui est aussi l'objet de la fondation. Donc ça, on était en cohérence de valeurs. Après, les freins qu'il y a sont des freins rationnels, sont des freins organisationnels. C'est qu'on installe un nouveau geste, parce qu'aujourd'hui, les produits, soit ils dorment dans les entrepôts, soit ils étaient détruits, soit ils étaient... que sais-je. Donc il faut qu'on puisse organiser ce changement. Donc ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de frein culturel en tout cas. Voilà. Alors, un des freins qu'on a vu, on parlait beaucoup d'hybridation et de fait nous on essaie de pousser de plus en plus de partenaires associatifs vers l'agence du don en nature pour gagner en efficacité. Or, on s'est aperçu, et je ne donnerai pas le nom de l'association, mais il y a quelques associations qui se sont pas retrouvées là-dedans en disant mais non, nous ça bouscule nos habitudes de bénévoles, etc., d'organisation. Nous on veut continuer à avoir les dons de produits en direct chez Seb parce qu'on ne sait pas gérer de manière moderne et la logistique de dons de produits via l'ADN. On a eu ce genre de réaction. Donc là on a un monde associatif, on a certains qui sont extrêmement modernisés avec des compétences, etc., d'autres qui le sont beaucoup moins, qui reposent encore beaucoup sur des bénévolats non professionnalisés et cela ça leur pose problème de travailler de manière en réseau, de manière efficace à plusieurs. Donc le côté multilatéral, ça fonctionne pas encore beaucoup dans toutes les associations. C'est peut-être ça une des premières limites. Il y a une deuxième limite, mais qu'on n'a pas rencontrée dans ce partenariat-là, mais qu'on rencontre dans d'autres partenariats entreprises, associations, c'est en fait la question de la répartition de la valeur. En l'occurrence là, on a un projet qu'on vous présente aujourd'hui facile, parce que la valeur, tout le monde s'y retrouve. L'ADN s'y retrouve, SEB s'y retrouve, et les associations bénéficiaires s'y retrouvent. Tout le monde s'y retrouve. On a des projets d'hybridation et de partenariat association-entreprise où la répartition de la valeur elle est beaucoup plus compliquée. Et je parle de la valeur économique. Là, on a un projet, j'allais dire parfait presque, mais il y a des projets qui vont capoter de partenariat hybridés parce que justement, on a du mal à se mettre d'accord sur la répartition de la valeur. On est en train de travailler sur des projets d'économie de fonctionnalité. Et ben là, tout le monde en parle de manière théorique. Il y a plein de colloques autour du sujet. Quand on scolting le sujet et l'expérimentation, location plutôt que vente de produits, comment on fait et comment on répartit les sous? Pas évident. Donc, une des limites, je peux dire de manière plus générale, c'est la répartition de la valeur. Ça tombe bien puisqu'Anne-Sophie Novelle vient de nous rejoindre. Elle va animer la deuxième partie, notamment sur ces questions-là. Merci. Ce temps-là, moi, j'aimerais qu'on partage ensemble et j'aimerais qu'on dépasse l'existant pour questionner ensemble ce qu'on aimerait voir de l'ordre du souhaitable dans un monde d'après qui serait arrivé avec un petit peu d'avance et ces hybridations entre associations, entreprises, entre territoires avec cette question de l'usage, cette circularité. Qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver dans ce monde d'après, ici et maintenant? La parole est à vous. N'hésitez pas, on est entre nous. Alors, quand je dis la parole est à vous, je ne sais pas où est le micro, mais a cappella, ça marche. Pas du tout. Ça marche pas du tout. Ah bah, alors là, vous avez de la chance. Je vous en prie. Merci. Bonjour, je suis Jean-Luc Fessard, je suis journaliste pour l'hôtellerie et restauration. Alors j'ai deux questions. Une pour Françoise-Hélène Jourda, mais qui est plus un rêve. J'espère que vous avez EDF dans vos clients, parce que l'idée d'une centrale nucléaire biodégradable, moi ça me plaît beaucoup. Voilà. Et puis pour vous... J'ai Joël Tronchon. Vous avez évoqué les ateliers cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les ateliers cuisine. Et surtout, c'est à quelle heure? Ouais. Alors, on va prendre deux questions. Le monsieur, voilà. Oui, bonjour. Philippe Vacheau, association Capucine.net. J'ai vu récemment un article dans Usine Nouvelle que M. Langlois se plaignait de ne pas avoir de projet pour dépenser les 175 millions dédiés à l'économie circulaire. Alors, avez-vous des solutions, si vous voulez, à proposer à M. Langlois pour qu'on utilise utilement ces 175 millions? La question est ouverte à tout le monde. Hein. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas, c'est le moment. On va prendre ces deux questions. Et puis, alors, l'atelier cuisine et puis les idées pour 160 millions. Alors, l'atelier...
Oui, l'atelier cuisine, en fait, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous connaissez les épiceries solidaires. C'est en fait des petits magasins, des petites supérettes qui sont accessibles que à des personnes ou des familles fléchées par les services sociaux et qui doivent dépenser un certain nombre de budget pour s'alimenter correctement. Donc, on leur apprend à la fois à manger sain et à manger équilibré, mais aussi on leur permet de manger tout court et aussi on leur permet de gérer un budget. Donc, c'est ce à quoi répond, en gros, je le fais vite, une épicerie sociale et solidaire. Bon, l'idée de tout ça, c'est de dire finalement autour de ces lieux qui sont des fois un peu tristounets, en bas d'immeubles HLM, etc., c'est comment on peut donner envie aux gens de venir dans ces épiceries, parce que des fois on a un peu honte de venir dans ces lieux-là, et comment faire un lieu de vie, de convivialité et de partage entre les habitants de ces différents immeubles. Donc nous on aide l'agence du don nature en sponsorisant avec des dons de produits et financiers des ateliers de cuisine où en fait les habitants on leur apprend à cuisiner. On leur apprend à cuisiner les produits qu'ils vont retrouver dans leur supérette derrière. Parce que, notamment avec les différentes ethnies qu'il peut y avoir, vous avez un lot massif de, j'en sais rien moi, de courgettes. Il y a des cultures où la courgette, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas que ça s'épluche, on ne sait pas comment la cuisiner, etc. Bref, donc on essaye de leur proposer des recettes, et des recettes au plus économiques, en leur disant, regardez, cette recette-là, elle coûte 1,50 €. Et on est allé jusqu'à des livres de recettes où on sait dire combien coûte la recette. 1,50 € calculé quand vous achetez une pizza surgelée, ça vous coûte combien? Et là, on fait évoluer les comportements alimentaires des gens et on agit aussi, et c'est ce qui est très chouette et fait par Landaise dans ces épiceries, c'est qu'on agit aussi sur la relation parent-enfant, puisque notamment les femmes viennent avec leurs enfants et cuisinent ensemble. Alors ça peut être les grands-parents d'ailleurs qui peuvent venir avec leurs gamins dans ces épiceries-là. Donc il se passe un tas de choses autour du simple acte d'achat d'un produit à 20% du prix, puisque c'est à peu près la moyenne des produits qu'on trouve dans ces épiceries sociales et solidaires. Voilà. Des idées là? Pour 160 millions, on fait quoi en architecture avec une économie circulaire réinventée? On fait plein de choses. Il y a énormément d'entreprises ou de domaines de recherche à subventionner, à aider, à se développer et à dépasser les systèmes dans lesquels on est aujourd'hui. Il y a tous les matériaux isolants, la construction bois de grande hauteur, tous ces éléments-là qu'il faut absolument soutenir. C'est indispensable. Je ne sais pas comment les filières sont organisées elles-mêmes, indépendamment de ma pensée à moi, mais en tout cas, il faut qu'elles foncent et qu'elles aillent à toute vitesse pour transformer nos modes de construire, c'est évident. Donc, qui n'hésite pas à aller voir Isabelle Delannoy, qui est en train de référencer toutes les innovations dans l'économie symbiotique, justement, qui participent de cet esprit-là. Qui n'hésite pas à aller voir Maxime de Rostelan, qui essaye de faire de la permaculture au château de la Bourdesière. Qui n'hésite pas à aller voir Millemont, ils sont en train de faire un écosystème, justement, organique et circulaire. Il y a énormément de gens qui nécessitent un peu d'expérimentation avec une philosophie, nous, qu'on porte à l'Institut, qui est « au pire, ça marche ». Juste une petite idée, parce que c'est Christelle Chabrolier qui en parlait tout à l'heure. La Poste suisse, on parlait des postiers et du rôle des postiers dans 20 ans. La Poste suisse travaille avec Nestlé aujourd'hui, avec Nespresso pour être précis. Et les postiers aujourd'hui, ce qu'ils font en fait, ils sont acteurs du tri et du recyclage des capsules Nespresso. Ce qui est assez intéressant en termes de changement de métier radical pour la Poste suisse et également aussi en termes d'économie circulaire. Voilà. Pour rebondir, alors, je ne peux pas faire autrement. La perche est trop, de questions, tendue. À peu près, il y en a 60. Mathieu, je réagis juste à ce que disait monsieur. En effet, à la Poste, nous travaillons sur l'économie circulaire avec une offre de service qui est l'offre Recigo, qui est une offre qui permet justement d'optimiser notre déplacement puisqu'on va apporter le courrier et quand on revient à vide, on propose de ramener le papier utilisé notamment au sein des PME et on a une réflexion d'ensemble et aussi dans ce sens comme vous le suggériez. Alors, pas de discrimination par rapport à la hauteur. Je vous ai bien vu, vous là-haut, le truc impossible à aller voir avec le micro. C'est lui qu'on a choisi. Ensuite, vous à l'extrême, vous aussi en plein milieu. Et puis,
Oui, bonjour. Il m'est venu une idée là, en écoutant les intervenants. Pourquoi ne pas imaginer que l'Agence du don en nature distribue des matériaux de construction? Et comme vous êtes pas l'une à côté de l'autre, mais pas loin, je sais que ça existe à Vancouver, je crois, où on a des entrepôts comme ça qui distribuent ou qui vendent à très bas coût des produits récupérés sur des chantiers et qui sont... bon, il y a peut-être plus d'autoconstruction en Amérique du Nord qu'en Europe, mais voilà, c'est une idée. Très bonne idée. La ressourcerie des arts aussi fait ça de manière très intelligente pour les artistes fauchés qui ont besoin de belles matières que Christian Dior aurait oublié de travailler. Une autre question ici, et puis... Merci Cyril Kretschmar. Donc, je suis élu en région Rhône-Alpes. Je m'occupe d'économie circulaire, mais aussi d'économie collaborative. Donc, je salue les Rhône-Alpins de la tribune, notamment nos amis de SEB, et puis l'agence du don qui est aussi assez installée en Rhône-Alpes. On est heureux. Une question pour Madame Jourda, mais aussi pour les Rhône-Alpins que j'ai salués. Donc, on a plusieurs fois parlé dans le débat d'économie circulaire. Je voulais voir leur perception sur la question de la coopération. Aider à la consommation d'objets courants ou au recyclage, donc c'est intéressant sur le plan individuel, mais c'est peut-être encore plus intéressant sur le plan collectif. Alors bien sûr, il ne s'agit pas forcément de partager un objet de consommation courante individuel avec un collectif, mais il y a certains objets de consommation courante qui sont plus importants, plus coûteux, et puis il y a une forme d'habitat qui est aussi intéressante et très durable, qui est l'habitat partagé. Donc est-ce que c'est des scénarios qui vous semblent importants pour le futur ? Oui, bonjour. Donc Marika Kubi, je viens de terminer un master en développement durable et de finir un mémoire. Félicitations. Oui, merci. Et de finir un mémoire sur les financements, le crowdfunding plus particulièrement et les projets de développement durable. Non, en fait, ce sont plutôt des questions. Je me demandais comment. J'ai trois questions, c'est peut-être un peu trop. Comment faciliter en fait les débats entre finalement les citoyens, les associations, les entreprises, les villes, les territoires? Est-ce qu'à travers de plateformes, de think tank comment? Enfin bref, qu'est-ce que vous avez des idées pour accélérer? Vous savez que c'est juste un colloque entier, ça. D'accord. Vous le savez. Allez-y pour les deux autres. Accélérer le changement. Comment réunir les différents acteurs financiers autour de cette dynamique innovante? Et enfin, surtout, il y a des pratiques par-ci, enfin, un peu partout, mais il n'y a pas vraiment de capitalisation de ces pratiques. Donc ce serait vraiment important peut-être de créer des bases de données ou voilà, peut-être que l'Observatoire du développement durable ou d'autres pourraient centraliser tout ça. C'est pas des petites questions là, quand même. Donc il y avait un projet fou qui est de demander à ADN de vous transmettre des poutres à travers l'estafette de la Poste. Si j'ai bien compris, autant utiliser, ils viennent chez vous, non? Hein, ça peut être jouable. Du côté d'ADN, vous pouvez stocker autre chose que... Alors, il faudrait creuser bien sûr la question, mais on aurait quand même deux freins. Le premier frein, c'est que nous, à la base, on est plutôt sur ce qu'on appelle l'aide à la personne plutôt que l'aide aux structures. Donc, on est pour aider les populations les plus démunies en direct. On est sur le bien on appelle ça le bien de consommation durable. Hein, donc, c'est les produits de base que j'ai cités. Mais bon, on pourrait évoluer. Et le deuxième frein que je vois, c'est pour des questions de sécurité et de normes. C'est que nous, quand on récupère des surstocks et des excédents de stock, c'est pas comme une centrale d'achat. On peut pas garantir qu'on va pouvoir répondre aux besoins très précis et à un cahier des charges qui pourrait être celle d'un architecte. Mais bon, une fois qu'on a mis les freins, il faut trouver des solutions. Hein. Donc pourquoi pas? Parce qu'on a déjà été sollicité. On sait qu'il y a des excédents de stock dans la peinture. On a récupéré une fois de la moquette. Donc voilà, sûrement des choses à creuser et à imaginer. Vous, ça existe déjà? Oui, enfin, il y a déjà des grandes entreprises comme Saint-Gobain qui font des dons en matériaux au travers de leur fondation. Moi, je pense que ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Les architectes ne sont pas du tout dans ce genre de circuit, mais quelqu'un qui habite une petite maison un peu délabrée et puis qui voudrait isoler une pièce, qui voudrait rajouter quelques tuiles sur son toit ou les changer parce qu'elles sont en mauvais état, ou changer son sol,
pourraient trouver facilement des matériaux à un prix tout à fait abordable dans ce genre de structure. Moi, je pense que l'exemple canadien est un très très bon exemple. En France, on développe peu l'autoconstruction au sens global et institutionnel. Autoconstruire, ça se fait très peu en France. Enfin, ça s'est fait il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ça se fait peu. Mais par contre, il y a énormément de bricoleurs et il y a énormément de gens qui ont besoin de donner un coup de peinture ou d'isoler une pièce. Je pense que les matériaux d'isolation, par exemple, seraient tout à fait bienvenus dans ce genre de structure. Alors, je ne vous cache pas que comment faciliter le dialogue avec les citoyens, on ne va pas le traiter. Parce que moi, c'est une question qui m'intéresse et il y a plein de gens qui le font mieux que nous. Donc, dialogue en humanité, si vous voulez, de manière réhabiliter les palabres africaines pour mettre à un niveau égal des personnes de qualité intellectuelle tout à fait complémentaires. Vous avez le collectif Roosevelt en forme de proposition, justement, qui va aller dialoguer directement avec le fond du sujet traité et pas nécessairement avec les intermédiaires que sont les hommes politiques. Et Parlement et citoyens qui, lui, par contre, veut dialoguer entre les hommes politiques et les citoyens, que je vous invite à aller voir. Par contre, comment on réunit les acteurs financiers autour de ces problématiques-là? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous poser comme question. Alors, avant celle-là, qui est quand même pas la plus facile, des petits bouts de réponse aux deux questions qu'on a eues. Premier, plutôt que de créer des observatoires ou des bases de données, puisque c'était une des idées, moi je suis pas un grand fan de ça. Ça coûte cher et puis ça sert pas à grand-chose. La vraie question, des prochaines années pour nos organisations, et c'est vrai en entreprise et je pense que c'est vrai ailleurs, c'est comment on fait pour légitimer, pour évaluer et pour susciter en interne, pour pousser nos salariés à innover et à travailler de manière transversale, coopérative. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ces trucs-là dont on parle aujourd'hui, c'est pas dans les descriptions de fonctions, ni de Stéphanie, ni de la mienne, ni celle de Christian. C'est pas dans mes objectifs individuels. Et en fait, le problème, c'est que le référentiel qu'on a dans les entreprises pour évaluer les gens, pour les indicateurs de mesure, les indicateurs de performance, toutes ces choses-là, elles ont quelques années de retard. Et elles n'intègrent absolument pas aujourd'hui, ou très peu, la performance collective et la manière dont on va évaluer l'apport d'un salarié à un projet coopératif, à un projet d'hybridation X ou Y, etc. Nos modèles d'évaluation ne sont pas calés là-dessus. Et donc, le gros chantier des années à venir, au niveau ressources humaines, c'est comment on va faire pour pouvoir pousser, légitimer ces acteurs de l'innovation en interne. Ça, c'est un gros chantier. Plus que des bases de données parce qu'en fait, les informations sur toutes ces innovations-là, franchement, elles existent. Des colloques, il y en a plein. Internet regorge d'idées, etc. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est qui va faire en interne et qui va être légitime et va se sentir légitime pour innover. Et ça, c'est un sujet. Et ça, c'est un colloque en soi. La question sur l'économie, la place de l'économie circulaire dans nos logiques, oui, de Cyril, c'est des questions qu'on se pose. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de complexité de la répartition de la valeur. Parce que oui, on se les pose, on va même expérimenter. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais on va expérimenter chez SEB, dans quelques mois, quelque part en France, des systèmes et si on essayait la location de nos produits plutôt que la vente. Bon. Donc là, ça répond clairement à... Sauf que ça, c'est très compliqué. Et on va le faire en plus avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Donc ça, oui, on va tester. Et peut-être qu'on va se planter d'ailleurs. Mais en tout cas, on va le tester. Après, on se pose des questions sur nos propres produits. On vend plus de 200 millions de produits par an. On se sent un petit peu responsable de la fin de vie de nos produits. Et ils ne sont pas tous recyclables à 100% aujourd'hui. Ils le sont de plus en plus, mais ils ne le sont pas tous. Donc on est en train de se poser des questions sur des filières. Exemple, la poêle Tefal. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éco-organisme qui collecte la poêle, qui la recycle, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Or, c'est de l'aluminium. L'aluminium, je ne sais pas si vous savez combien ça coûte à la tonne, ça coûte cher. Donc c'est une ressource. Aujourd'hui, vous en avez plein vos armoires, plein vos cuisines, plein vos jardins, pour ceux qui en ont. Voilà. Et en fait, on est assis sur un tas d'or qu'on ne valorise pas. Donc, on est aussi en train de se poser la question de comment on pourrait créer une filière, mais qui soit économiquement réaliste, c'est-à-dire qui s'équilibre, en gros, pour collecter cette matière-là. Donc ça, c'est des sujets très compliqués, parce que multi-acteurs, et parce que la répartition de la valeur entre tous les acteurs de la chaîne, elle n'est pas évidente du tout. Voilà. Alors, j'ai pas répondu à la question sur les acteurs financiers. J'ai vu ça. Je suis pas banquier. Voilà. Ouais. Je veux bien apporter un élément de réponse sur les acteurs financiers, puisque la Poste, c'est aussi la banque postale.
Et c'est vrai que nous avons toute une dimension d'accessibilité bancaire et tous ces sujets autour de l'économie circulaire et comment travailler sur des nouveaux modes de financement, etc. Et on avait eu l'occasion d'en parler d'ailleurs, puisqu'on s'était rencontrés au congrès des parcs naturels régionaux, on en avait parlé ensemble. Et c'est vrai qu'on est là une fois de plus à inventer des choses ensemble. Et je vois dans l'hémicycle 2 de mes collègues qui travaillent avec moi au sein de notre équipe, qui travaillent sur l'économie circulaire également. Et on a à cœur, au sein de notre entreprise La Poste, de mettre autour de la table les acteurs de l'immobilier, puisqu'on a notre foncière Postimo qui gère plus de 8 millions de mètres carrés. Nos acteurs financiers, nos acteurs du colis, on parlait tout à l'heure des capsules Nespresso, du courrier, et tous ensemble, et toute cette dynamique, on a à cœur de la faire avancer, et c'est passionnant, mais il y a des forces d'inertie, et il y a la nécessité de voir les petites graines qui poussent, de voir les petites pousses, de les accompagner, de les identifier, de mettre les tuteurs qui vont bien, et d'être toujours dans une approche bienveillante et rassurante et confiante. Mais on est vraiment à un moment d'émergence. Et on le vit vraiment à fond à La Poste, ça c'est clair. Juste pour compléter, il faut quand même que, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des pouvoirs publics, et il faut que je rende quand même un peu grâce aussi à, on parle d'hybridation des ressources financières aussi sur ces projets-là. Je pense faire écho au projet d'économie de fonctionnalité, on est cofinancé pour cette étude-là et cette expérimentation implémentante par l'ADEME par exemple. Je veux dire, aujourd'hui ces projets-là, il faut aller chercher des ressources financières, bien sûr au-delà de l'entreprise, mais il ne faut pas oublier les pouvoirs publics qui savent investir intelligemment aujourd'hui sur des projets comme ceux-là parce qu'ils ont un vrai impact moyen-long terme. Et donc voilà, aujourd'hui les pouvoirs publics ne sont pas en dehors de ce schéma d'acteurs financiers. Ils peuvent aider et ils nous aident. Donc il faut quand même le dire aussi de temps en temps. Hein. Tout à fait. Et excuse-moi Mathieu, mais voilà, c'est le but de la table ronde aussi. C'est de jouer un peu au ping-pong, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que nous aussi à La Poste, on travaille et on remercie justement l'ADEME et les programmes investissement d'avenir, notamment sur les véhicules du futur, sur les infrastructures de recharge. Et dans cette dynamique qui a été lancée, avec des moyens qui ont été mis en place, il y a cette possibilité de co-construire des solutions. Et il est clair qu'il existe des moyens, mais il faut arriver avec des projets, des acteurs qui mettent autour de la table à la fois des académiques, à la fois des PME, des grands groupes aussi, parce qu'il y a cette force aussi d'entraînement. Et voilà, il y a réellement des moyens. Et pour avoir discuté encore récemment avec Sophie Garrigou de l'ADEME, elle me dit « Mais Christelle, mais il y a des sous, il y a des moyens. Il faut simplement qu'on ait des projets qui soient viables, porteurs d'avenir, mais on est prêt. Alors ça, c'est la dernière question, comment on capitalise. Je pense que l'expérience de la connaissance aujourd'hui est plus importante que la somme des connaissances. Et donc, ce n'est pas un catalogue à la Prévert de tout ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Par contre, on a besoin, et nous on le voit bien à l'Institut, de grands récits du monde d'après. C'est-à-dire un storytelling de choses qui sont réussies et qui donnent envie d'aller vers. Et l'autre chose dont on a vraiment besoin, c'est une cartographie des nouvelles émergences. Parce qu'on est tous multi-identités, on travaille tous un peu du biomimétisme, un peu l'économie circulaire, un peu de ci, un peu de ça. Il faudrait une cartographie des émergences pour voir si la somme de nos explorations fait territoire. Voilà, ça c'est... Bonjour, donc Jean-Michel Lehambre, je suis dirigeant d'entreprise, mais ma question c'est dans un engagement patronal que j'ai, où je suis président d'une coopérative d'HLM et je m'occupe d'investissement de construction. Donc une question sur le bâtiment et les nouvelles constructions. Alors je rebondis sur l'idée que vous avez sortie, Christelle, sur le Japon. Comment fait-on du logement social qui durait 20 ans, qui serait pour nous une bonne solution parce que notre business model est plutôt sur 50 ans pour permettre de financer les logements sur le long terme avec les loyers encadrés. Et comment pourrait-on faire du logement sur 20 ans en bois à moitié prix de ce qu'on a aujourd'hui? Très bien. Juste devant. Merci. Oui, bonjour. Je suis entrepreneur social, membre d'une SCOP. J'ai une solution pour la question de la récupération des métaux non ferreux. Et puis après, j'ai une question. La récupération des métaux non ferreux, c'est une tradition dans certaines communautés qui sont stigmatisées en France. Ça peut être une occasion de structurer leur savoir-faire, de le légaliser
et de leur permettre de s'intégrer socialement si la question de l'intégration est acceptée comme étant un défi. Autrement, quand on est porteur de projet, moi je représente un collectif qui a fondé un travail qui s'appelle Buzz in ESS. On a fait une expérimentation réussie au printemps, on est en train de monter en charge. C'est un boulot considérable que de réunir tous ces entrepreneurs de l'ESS qui sont mobilisés au développement durable et les RSE, avec une idée de faire passerelle avec l'économie classique, parce qu'il y a une porosité autour de la question de la RSE entre ces deux économies, et puis les enjeux sont tels qu'il faut se réunir. Et on aurait besoin d'être soutenu. Alors j'aime bien les 3 plans, sur le plan financier, produit, compétences, mais ce ne serait pas sur le plan produit, ce serait plutôt réseau. Sur le plan financier, sur le plan réseau et sur le plan compétences pour changer d'échelle, parce que c'est un vrai outil de développement. Tous ces porteurs de projets, ce sont des demandeurs d'emploi au départ, qui prennent le pari de s'intégrer par la création d'emplois, de leur emploi, et le fait d'en créer d'autres autour d'eux. Et pour ça, on a besoin de développer nos affaires. Alors, on le fait entre nous, on développe des affaires, on développe des coopérations pour pouvoir avoir des bouquets de services ou une puissance de service sur certaines commandes, marchés ou autres. Et puis, on s'échange des solutions par rapport à des problèmes que l'on met en place, que l'on identifie. Donc voilà, recherche de coopération entre le monde de l'entreprise, le monde associatif et le monde coopératif. Merci. Une dernière intervention, et juste, sur l'idée des gens du voyage, le peuple nomade, comme une solution, je vous invite à aller voir le TEDx de Claire Michalon, qui en 12 minutes vous l'exprime de très belle manière. Bonjour, Renaud Attal de corecyclage.com, qui est la première plateforme professionnelle de recyclage collaboratif et le premier et le seul service en France dédié en B2B, également pour tout ce qui est collectivité, entreprise. D'ailleurs, je lance un appel à ADN et à tous les acteurs qui le souhaitent. On vous met à disposition gratuitement une communauté en marque blanche pour vous permettre de faire du recyclage collaboratif gratuitement. Voilà, entre particuliers, C2C, avec également les entreprises, ça marche très bien. Nous, on a au quotidien des gens qui donnent au sein de leur entreprise des choses à titre particulier, à titre professionnel. On a notamment sur les fins de chantier des gens qui donnent des graviers, qui donnent plein de matériel de construction qui leur reste. Ça sert à d'autres particuliers, ça sert à d'autres artisans, et c'est juste quelque chose de vraiment génial et qui, j'espère, se développera dans les années à venir, puisque le réemploi et la réutilisation méritent vraiment d'être poussés. Juste une petite chose, quand vous parliez de l'ADEME, nous on travaille beaucoup avec l'ADEME, puisqu'en plus derrière notre plateforme permet de générer des statistiques chiffrées pour savoir qu'est-ce qui se passe sur un territoire donné, notamment pour une collectivité, en termes de tonnage, en termes de type d'objet, etc., les quantités qui sont gérées. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de programmes, notamment celui de l'ADEME, sont réservés à des structures à des projets qui sont très gros. En l'occurrence, pour l'ADEME, c'est 2 millions d'euros. Nous, très clairement, vous parliez tout à l'heure d'argent. Si vous en avez, on est preneur. Mais aujourd'hui, nous, on cherche plutôt des petites sommes, comme la plupart des gens de l'économie circulaire ou de l'économie en général au niveau des différentes sociétés. Et c'est vrai qu'il y a peu de programmes pour les gens qui aujourd'hui cherchent entre 50 000 et 200, 300 000 euros. Il n'y a quasiment aucun programme et on rentre dans aucune case, malheureusement. Voilà. Allez, une dernière question, juste ici. Et je vous demande... Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. J'ai de multiples casquettes associatives, mais la dernière en date, c'est la création à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, d'un Repair Café qui consiste à faire réparer gratuitement par des réparateurs bénévoles des objets du quotidien pour éviter de les jeter, ce qui est une utilité écologique et économique non négligeable. C'est simplement pour planter le décor, parce qu'en fait j'ai deux questions, donc à la fois à M. Ringuet et à Mme Goujon. À M. Ringuet, j'ai eu l'occasion, pour une autre association en fait, de faire travailler des cadres d'une grosse entreprise nationale qui ont aidé à la réalisation d'un projet dans des collaborations où les cadres sont mis à disposition, enfin utilisent leur temps libre mais avec le soutien de leur entreprise pour pouvoir aider à des développements de projets. En l'occurrence, c'était au Burkina Faso, donc ça n'avait rien à voir avec leur Hyper Café. Mais est-ce que vous, ma question à vous, et après je poserai la question à Mme Goujon, c'est est-ce que vous, dans le panel des choses que vous proposez en tant qu'ambassadeur à des entreprises, c'est de développer ces types de partenariats, parce que je connais pas mal d'entreprises qui justement ont des cadres qui voudraient pouvoir utiliser de leur temps disponible, leur RTT, etc.,
pour aider des associations comme celle que j'anime, et est-ce que vous le faites, voilà, de cette partie-là. Et la question ensuite, à Stéphanie. La question à Stéphanie Goujon, c'est dans ce contexte-là associatif, j'essaye de fédérer les ressourceries, les ESAT qui font du recyclage intelligent, etc. Je passe, et c'est extrêmement difficile dans le milieu associatif de fédérer les bonnes initiatives. Donc je vois que vous travaillez avec une épicerie solidaire, je vais contribuer à en soutenir une à Antibes qui se crée en ce moment, mais je voudrais savoir comment vous développez, est-ce que vous développez des coopérations interassociatives et comment donc vous motivez les gens à ne pas défendre leur précaré, parce que ça c'est un vrai problème. Alors juste une dernière question et après vous... Bah alors non, là, vous avez une grosse responsabilité. Hein. Parce que là, si vous ajoutez au bruit, on saura vous retrouver. Allez-y. Je tiens à dire bravo déjà pour votre initiative du Repair Café, parce que ça c'est le genre de choses comme les Fab Labs qui doivent vraiment se développer. Juste pour dire, nous on a poussé par l'Ordif et par l'ADEME, monté une association qui s'appelle Recyclons Ensemble, qui essaye aujourd'hui de fédérer tous les acteurs du réemploi et de la réutilisation en France. Donc vous êtes les bienvenus, comme tous les autres acteurs, qui souhaitent travailler ensemble. Voilà. Ben voilà, un mariage de fait. Je savais bien que c'était une annonce de mariage. Je reprendrai un round de questions, alors super vite. Allez-y. Moi j'ai oublié les questions de toute façon. Alors, la question qui m'était destinée sur la sollicitation effectivement des entreprises pour les cadres, pardon. Non, moi en fait la question est plus pour Joël, je pense. Je lui passerai le micro. Moi en fait je m'occupe auprès des entreprises de récupérer les produits, c'est déjà pas mal, et aussi de l'argent. Donc je m'occupe de la partie mécénat financier, mécénat produit, mais pas la partie homme. Mais je pense que Joël sollicitait les cadres, on peut répondre à ma place. Oui, enfin, la réponse c'est que c'est l'objectif de pas mal de patrons de développement durable ou de patronnes et RSE et de favoriser l'implication de collaborateurs. Donc il y a plein de programmes dans plein de grosses entreprises. Alors c'est plutôt réservé aujourd'hui aux grosses entreprises, mais on a tous des programmes de mobilisation de collaborateurs internes et d'intermédiation entre des associations qui ont des besoins et des mécènes de compétences qui sont nos salariés. Et nous, on fait le go-between entre les deux. Donc oui, on le fait soit via les fondations, soit via nos actions RSE locales. Mais c'est vrai que c'est encore aujourd'hui très grand groupe parce que c'est un peu compliqué à organiser. Et on a 160, nous, bénévoles chez SEB en France qui sont interfacés avec des associations. Voilà. Et il faut savoir que pour la structure accueillante, c'est pas si facile que ça d'accueillir des bénévoles, de les encadrer, de leur donner des livrables clairs. Donc c'est, je crois, aussi un enjeu du point de vue associatif. Vous savez, moi j'ai 6 salariés aujourd'hui en CDI, j'ai des contrats pro, j'ai des volontaires de service civique, donc 12 permanents, une trentaine de bénévoles, plus du mécénat de compétences. J'ai déjà 50 personnes dans mon champ d'action. Voilà, les journées ont 24 heures. Donc il faut aussi que la structure accueillante, l'association, ait une fiche de mission claire, exprime clairement son besoin et prenne pas le cadre pour faire plaisir, et que on se mette tout de suite d'accord sur la disponibilité aussi de la personne. Donc, nous, par exemple, on a des feuilles de route maintenant pour tous nos ambassadeurs. Votre question sur l'interassociatif, c'est vachement dur. C'est vachement dur, c'est ce qu'on fait tous les jours, puisque notamment sur Nice, on a un pôle régional, on en a un sur Lyon. Comment on fait ? Écoutez, on y va avec notre fraîcheur et notre sincérité, et on se rend compte que oui, il y a des querelles de chapelle. Donc on essaie de créer ces synergies avec cet objectif commun, mais c'est plus intéressant d'y aller à 10 pour récupérer des produits. Nous, après, on a des problématiques organisationnelles, logistiques, qui fait très clairement que si elles se mettent ensemble, les associations d'une même région, elles vont payer beaucoup moins cher le transport. Donc on a cet argument rationnel, mais je vais vous dire, l'argument rationnel, c'est une chose, quand vous avez en face des freins culturels, donc il n'y a pas de solution toute faite. On s'appuie sur des correspondants locaux, c'est le cas sur Nice, parce qu'on ne peut pas tout faire de Paris derrière son site internet. Et après, on y va avec notre envie, notre fraîcheur. Tout à l'heure, Joël, sans la citer, parlait d'une association, et c'est très intéressant. Là, on a le plus de freins, je vais vous dire, c'est avec ce qu'on appelle les grosses fédérations, les grosses associations. Ça fait 4 ans et demi qu'on existe. Au fur et à mesure, on trace notre sillon, et la réalité, comme souvent, elle vient du local, elle vient des territoires, elle vient d'une antenne qui va commencer à fonctionner avec l'agence de la nature, qui va trouver ça bien, et ça va polliniser, et ça va remonter à un moment donné à la Fédé, et là, ils vont dire « Ah ouais, quand même, en fait, c'est pas con, on va faire une convention avec ADN ».
Voilà, il n'y a pas de solution toute faite, mais c'est un vrai problème. Alors, Françoise Hélène, vous aussi vous tracez les sillons et vous aviez une question qui vous était destinée. Oui, enfin, c'était une question un petit peu, une question provocation, ou une question piège. Construire en bois des logements sociaux pour la moitié du prix des logements sociaux actuels, c'est quasiment impossible. Avec la réglementation thermique 2012, ça oblige à faire des efforts considérables sur les parois et sur les équipements. Donc non, moi je pense qu'il faut construire en matériaux renouvelables un maximum, donc construire en bois au maximum, au même prix qu'une construction en béton. Simplement, on ne fige pas la situation. Simplement, ce bâtiment pourra être démonté ultérieurement ou transformé assez facilement dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle ou dans 2 siècles. C'est juste ça ce que je voulais dire. Les 3 dernières interventions vont être des inspirations, puisqu'il nous reste 5 minutes. Merci. Bonjour, Grégory Jean, je suis coordinateur de l'association Roule-ma-Frite 17. On récupère des huiles de friture qu'on revalorise en additifs au diesel. Donc je suis copain avec Guillaume d'Andes parce qu'on est fait l'OHOCA tous les deux. Et donc en termes d'aspiration, là on est en train de travailler sur le principe de réutiliser par territoire les huiles collectées et revalorisées pour les mettre dans les camions d'Andes, parce qu'un de ses principaux problèmes, c'est le coût du transport. Voilà, pour vous donner un exemple de choses qu'on est en train de faire. Moi, j'avais une question qui était hyper précise sur la mesure d'impact. Vous avez dit, madame, alors, désolé, je n'ai pas pris votre nom, vous estimiez à peu près à 4000 tonnes ce qui avait été évité en termes de déchets. Donc, je voulais savoir si ce champ-là, vous alliez travailler dessus de manière relativement précise et active pour avoir une méthodologie qui puisse être validée par toutes et tous, et notamment pour pouvoir en faire le lien dans vos reportings financiers, vous, Seb, grand groupe, pour savoir si votre actionnariat pourrait être sensible à cette espèce d'impact écosystémique que vous pouvez avoir, parce que si on arrive à le mesurer sur un territoire, ça peut être très facile de le comparer sur un autre territoire où la chose n'est pas faite. Et donc de dire à 3, 5 ans, voilà ce qu'on peut donner. Monsieur. Tu as déjà parlé. Merci. Bonjour, Frédéric Moukarim, Société financière de la Nef. Voilà, donc j'ai une question, une contribution et une proposition. Donc ma question s'adresse à Françoise-Hélène Jourda. Il est communément admis aujourd'hui qu'en France, 70% des logements sont des passoires énergétiques, que les énergies fossiles vont de plus en plus décliner parce que de plus en plus cher, que de plus en plus de monde arbitre entre manger et se chauffer. Selon vous, est-ce que l'énergie produite par les habitants eux-mêmes, voire partageable, est une voie qui vous semble envisageable? Est-ce que vous l'intégrez dans vos pratiques ou pas? Inspiration. Allez-y. Une inspiration, vous avez alléché. Donc, la contribution, c'est de dire que les acteurs financiers dont je fais partie sont tout à fait mobilisables à partir du moment où on offre une traçabilité sur l'utilisation de l'argent, puisque l'acte financier a un impact direct dans la société. Donc la manière dont on utilise l'argent a un impact direct sur la transformation de la société. Donc, nous le faisons au quotidien, donc j'invite monsieur j'irai le voir tout à l'heure puisqu'il a besoin d'argent, et puis on pourra peut-être discuter. Voilà. Alors nous aussi, on viendra vous voir. À vous. Oui, c'était une question plutôt à l'attention de Stéphanie Goujon. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu, dans l'alimentaire et le périssable, et je voulais connaître son positionnement, si jamais elle en a un, par rapport à la question du plus gros gâchis à mes yeux qui soit, c'est le gâchis alimentaire, les tonnes et les tonnes de produits primeurs et autres qui sont perdus simplement parce que la date d'expiration est dépassée de quelques heures, ou des produits qui sont tout à fait encore consommables. Allez, une dernière, et puis... Bonjour, Hélène Lyon. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle l'IECD. On travaille beaucoup à l'étranger, dans les pays d'Afrique essentiellement, et d'Asie. J'ai une petite question pour vous, plutôt messieurs Tronchon et Ringuet. Vous avez beaucoup d'activités à l'international. On parle beaucoup de concept BOP. Question très courte parce que je pense que c'est quelque chose de très vaste. Mais Bottom of the pyramid, pour les néophytes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Et est-ce que vous impliquez des associations là-dedans?
Très bien. Stéphanie, tu as plein de questions. Oui. Alors, j'en ai deux. Moi, je me suis dit deux. Je vais d'abord répondre sur la question alimentaire. Il y a un truc formidable qui s'appelle le pacte contre le gaspillage alimentaire, où une des mesures aussi qui est préconisée, c'est d'arrêter avec les DLUO et les DLC, enfin d'avoir des dénominations qui font pas peur aux gens. Et puis pour tout ce qui est gaspillage alimentaire, effectivement, on peut vous renvoyer vers l'ANDES. Qui fait un boulot là-dessus, mais il y a des structures, ou la banque alimentaire, il y a des associations qui peuvent récupérer ces produits qui sont très proches des dates de péremption. C'est un vrai sujet, le gaspillage alimentaire, c'est un tiers de la production mondiale, il me semble, et je trouve qu'en ce moment, quand même, on s'est porté par le débat médiatique. L'an prochain, c'est l'année du gaspillage alimentaire, et nous, on publiera une étude avec l'ADEME sur le gaspillage non alimentaire. Voilà. Et la deuxième question sur les 4000 tonnes. Alors en fait, nous, la manière dont on a calculé, je vais vous l'expliquer grosso modo, on regarde le tonnage moyen des camions, on sait combien de camions on récupère et on applique une décote parce que d'après nos informations, mais qui ne sont pas suffisamment objectivées, on pense que c'est effectivement 60-70% des produits qu'on récupère étaient vraiment voués à la destruction. Les autres, ça peut être des produits qui étaient peut-être voués aux solderies ou au stock dormant. Et donc, sur cette base-là, on a calculé 4000 tonnes. Donc, ce n'est pas assez objectivé. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on a une étude avec l'ADEME qui va nous aider à chiffrer très concrètement les différents canaux. Donc, c'est important pour nous et effectivement pour qu'après, les entreprises puissent l'exploiter dans les rapports RSE. Sachant que nous, on fournit déjà un reporting très détaillé sur la traçabilité des produits. On sait exactement combien de produits nous ont été livrés, c'est la moindre des choses, mais surtout à qui ils ont été distribués. Et c'est ça, c'est dans le cadre de l'engagement sociétal, qu'aujourd'hui, les entreprises sont très intéressées d'avoir ces chiffres. Mais l'environnemental, c'est important. Voilà. Joël Christian, vous aviez une question qui vous est adressée. Alors, pour compléter sur est-ce qu'on est organisé aujourd'hui pour calculer l'empreinte, est-ce qu'on a une méthodologie pour calculer l'empreinte environnementale, sociétale, etc., de toutes nos activités? On en est qu'au début, hein. Voilà, il faut être modeste, on en est qu'au début, on en est encore, et on y arrive ça plutôt bien, à avoir des modes de calcul rationnels et corrects, déjà de tous nos indicateurs internes en termes par exemple, d'environnement. Ça fait 1 an qu'on a vraiment bien structuré chez SEB le reporting mondial environnemental, c'est-à-dire qu'on sait maintenant calculer notre impact carbone de manière assez précise, allant jusqu'aux fournisseurs, au transport, etc. C'est des usines à gaz, c'est pas possible, rien que ça. Et ça, c'est la matière première pour les calculs dont vous parlez, et ça c'est plutôt dans quelques années, de pouvoir rendre de manière pédagogique c'est quoi l'empreinte aujourd'hui du groupe SEB en termes social, humain, environnemental, combien on crée d'emplois, combien on redistribue de valeur. Aujourd'hui, c'est nos réflexions du moment, mais on en est qu'au début. Voilà. Et puis sur le BOP, alors sur le BOP, oui, je parlais tout à l'heure de projets compliqués en termes de répartition de la valeur. Le BOP, c'est typiquement ça. L'euphorie du BOP, parce que là, on n'est plus dans la phase d'euphorie. On est dans la phase où tout le monde bosse et tout le monde se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué ?» Donc, on en est là. Voilà. Donc oui, on a des projets. Non, on n'en parle pas. Et moi, j'en parlerai le plus tard possible parce que c'est des projets dont on n'a pas encore mesuré les impacts sociaux, économiques, les problèmes juridiques, etc. Oui, on travaille avec des ONG, clairement, mais de fait, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez travailler au Brésil, en Afrique, en Angola, ou je ne sais où, vous êtes obligé de travailler avec une ONG qui connaît le terrain. Et vos consommateurs BOP, moi, je ne les connais pas directement. Donc j'ai besoin d'un intermédiaire qui est l'ONG, et donc on retourne sur l'hybridation. Oui, c'est un partenaire obligatoire, et on apprend plein de choses, mais là on apprend ensemble. Voilà. Et après, c'est comment on répartit la valeur entre tous ces acteurs, et là on n'a pas toutes les solutions. Françoise Hélène, il y avait une question pour vous. Oui, pardon. Oui, il y avait une question pour moi, mais qui n'est pas vraiment une question, parce que comment utiliser l'énergie humaine à l'intérieur des logements. Et il y a aujourd'hui, par exemple, des dancing qui produisent de l'énergie par la pression des pieds sur le plancher. Il y a plein de systèmes comme ça qui se développent, mais je crois que fondamentalement, la question, elle est sur le patrimoine existant des bailleurs sociaux qui ont des patrimoines qui sont extrêmement dégradés, qu'il faut qu'ils rénovent de toute urgence. Et je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est aussi du business vert qu'il faut mettre en place pour rénover les logements. Voilà. C'était le Sustainable Dance Floor de Rotterdam dont on parlait, 8 watts par pied. Si vous arrêtez tous au même moment à 800, ça fait un effet bœuf. En effet, la dimension énergie est un sujet de réflexion et au sein de la Poste, donc dans mon équipe, j'ai recruté un délégué à l'énergie
parce que justement, on a cette réflexion de fond de se dire, oui, la question de transition énergétique, cette question autour de l'énergie, ça regarde les entreprises, et une grande entreprise comme la Poste, multidimensionnelle. Et voilà, on est dans cette dimension d'optimisation de l'existant, efficacité énergétique, certes, et pourquoi pas, demain, production d'énergie, pourquoi pas. C'est quelque chose qui est à réfléchir, à étudier ensemble. Je vous ai parlé un petit peu du sujet véhicule électrique, infrastructure de recharge. Demain, les batteries vont permettre de stocker de l'énergie. Est-ce qu'on va la réinjecter dans le réseau? C'est aussi un sujet que l'on travaille avec ERDF. Donc on est vraiment dans une période de forte cogitation. Et des grandes entreprises comme la Poste sont dans cette cogitation, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de collectif et on a besoin ensemble d'inventer des choses nouvelles parce qu'on sent qu'il y a des choses à explorer et il faut qu'on ait cette capacité d'émerveillement et de transformation des essais que l'on est en train de produire pour produire du nouveau. Et c'est assez enthousiasmant, mais ça peut aussi être un petit peu... ça peut donner aussi un peu le vertige, hein. Je tenais à vous remercier. J'avais une conclusion, plein de questions, plein de choses. Il n'y en aurait qu'une, mais ça va être un sujet d'un autre colloque, comme vous, madame. Dans cette période d'ébullition, dans cette période peut-être même de renaissance, l'histoire nous a montré que les Médicis ont incubé la renaissance. Est-ce que des entreprises vont être les incubateurs du monde d'après? Et si oui, donnez-moi les noms. Et j'aimerais travailler sur ça pour un prochain colloque. Qui sont les nouveaux Médicis et surtout pour quels bénéfices? Leurs noms peut-être seront à la postérité dans 50 ans. Merci à vous, merci à Christian, à Joël, à Stéphanie, à Françoise-Hélène et à Christelle et à vous d'avoir participé à ce moment. 30 minutes de pause, on revient avec Anne-Sophie Novelle sur la co-révolution qui est ici et maintenant parce que si un nouveau monde est possible, un nouveau regard au monde est déjà là, on en aura la preuve dans 30 minutes.